vestiaire des grandes gueules du sport. Qui veut démarrer? Maryse, Sarah. Vas-y Maryse. Alors moi je poursuis la minute running. Je poursuis la minute running. Je trouve que la minute running que Stéphane Diagana aurait dû nous préciser qu'on ne doit jamais, que l'on court le matin très tôt, le midi ou le soir ou entre midi et deux ou pendant l'activité professionnelle ou autre, on ne doit jamais courir avec un frigo sur le dos. parce que ça fait mal. Serge, je suis sûre que tu ne le savais pas. Oui. Eh bien, on a un marathonien qui s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il a fait 1650 km avec un frigo sur le dos. Mais oui, c'est Tu pas relais une toutes les blague. conneries que font les gens en fait. C'est pas une blague. Ben oui, Non, non, mais mais c'est là, quoi, Non mais Une surtout il tentative était de pas très record jeune, ou- c'est pour ça. en l'occurrence, c'était un défi que s'est lancé un marathonien anglais, traverser l'Angleterre en portant un frigo sur le dos, dans le cadre en fait d'une campagne de collecte de fonds pour soutenir la lutte contre le cancer. Donc tu as contre les frigos. contre le cancer du sein, tu as la course Odyssea qui est bien plus raisonnable. On vous demandera jamais de faire avec un frigo sur le dos, mais lui, il a fait ça, donc il s'est retrouvé avec le dos complètement en ruine parce qu'il a fini son défi. Il a fait ses 1650 km, il a ramassé beaucoup d'argent, sauf qu'à l'arrivée, il avait des lésions de la colonne vertébrale pas possible, donc il est à l'hôpital. Donc on le précise, même pour des bonnes causes, évitez de courir avec un frigo sur le dos. Par contre, on peut courir très très tard et même après 80 ans, puisque un autre Anglais, lui, a établi un nouveau record du monde du semi-marathon et il a 82 ans. Il s'appelle Ed Record de Whitlock. sa catégorie d'âge. Ah oui, on avait compris qu'il courait pas contre les Kenyans, c'est un si mec tu qui veux. court sur le riff en Éthiopie, il est il courait formidable. pas contre Bekele, c'était non, c'est Ed Whitlock, il a fait donc dans sa catégorie d'âge et il a couru En 3 jours. en 3 heures. Non, Ouais. non, 1h38 le semi-marathon. Semi-marathon, Ouais. 1h38, ouais, c'est ça. 1h38 et ça peut c'est juste 1h38 à 82 ans. Ah non, mais attends, c'est un truc extraordinaire quoi. Ouais. Il avait avant une autre catégorie, dans d'autres catégories d'âge, il avait les 70 ans, les 75 ans, mais je sais pas si tu te rends compte, 1h38 un semi-marathon à 82 ans. Je suis pas persuadée que Claude, toi et moi Claude hoche la tête. avec 30 piges de moins, tu vois, on fasse Je pas pense une heure que de même- plus quoi. Même si je voulais, Et ça serait déjà arrivé au bout des 20 km. C'est ça, déjà. Donc ça c'est moi je dis top, c'est chapeau. top, bravo. Non, c'est un type qui fait ça depuis des années, il a toujours couru déjà à 50 Mais ans. on fera- À 50 ans, il faisait le 800 mètres en moins de 2 On minutes. fera un RMC Running, effectivement, comment parce que, Spécial senior. Non, bah oui, spécial senior. oui, mais exactement. parce qu'il y en a de plus en plus. Alors, autant on voit des championnats du monde seniors, tu sais, ou même grand senior avec, je crois, le recordman du monde des 100 mètres sur plus de 100 ans. Là, t'as des chronos, comment te dire, assez particuliers, mais par contre, effectivement, sur les plus de 60, 70, 80 et même au-delà sur des longues distances, t'as des chronos, mais qui sont plus que respectables. Hein. Honnêtement, moi, je suis bluffé. Ah, comme dirait Alain Mimoun, c'est autre chose que faire un croche-patte à un japonais. Hein. Un peu plus tard dans la saison, je vous parlerai d'un Français. Il est le seul Français qui va tenter l'Ice Marathon et donc il va faire un 42 km suivi le lendemain d'un 100 km en Antarctique. Alors, une thématique ce matin, on va dire senior. Jusqu'à quel âge peut-on courir? Bah oui, parce que le running, ça marche à tous les âges. Et puis le running, aujourd'hui, c'est devenu un tel mouvement, une telle mode importante, quoi, que il y a des gens qui veulent s'y mettre alors qu'ils n'ont jamais couru de leur vie et qui sont entre deux âges, voire des âges avancés. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? On va se poser toutes ces questions. Alors, tu parles de commencer à courir quand on est déjà d'accord. Il y a deux choses. Il y a plusieurs choses. On a le temps justement d'évoquer ces différentes thématiques. Stéphane, si je te pose la question brute comme ça, jusqu'à quel âge peut-on courir? Quelle est ta réponse? Moi, je vais répondre aux deux questions à la fois. Jusqu'à quel âge peut-on courir et à partir de quel âge on peut se mettre à courir? Il y a un homme qui illustre très bien ça, qui vient d'avoir raccroché sa carrière de marathonien, qu'il a commencé à 89 ans. Voilà, et qui a arrêté à 101 ans, qui a couru 9 marathons dans cette période-là, le plus rapide en 5h40 et qui s'appelle Fojai Singh, qui est d'origine sikh, qui est un Britannique, mais d'origine sikh. On le voyait courir avec un turban et c'est assez exceptionnel. Voilà, ça répond à la question. On peut courir jusqu'à C'est-à-dire que biologiquement, c'est au-delà de possible, 100 ans, quoi. c'est possible. Voilà, alors bien sûr, il a sans doute des prédispositions. Il avait sûrement fait un petit peu de sport avant quand même. Pas trop a priori, mais il a des prédispositions. Et puis ça peut être sans faire du sport, ça peut être quelqu'un de très actif, la marche, qui a travaillé dans les champs et donc qui a une condition physique bien supérieure à la moyenne et surtout un état, je dirais, articulaire qui lui a permis de commencer à 89 ans et de faire des marathons, quoi. Mais voilà, c'est vrai pour lui, ce sera pas vrai pour d'autres, mais pour répondre, il n'y a pas de limite a priori comme ça qu'on puisse imaginer. Non seulement il n'y a pas de limite, si je peux ajouter un petit point médical, c'est que la marche
et encore plus la course à pied, parce que biomécaniquement c'est encore plus efficace, lutte très efficacement contre une des maladies, une des conséquences du vieillissement, c'est l'ostéoporose. Vous savez, c'est la déminéralisation des os et qui aboutit à cette. Donc la course à pied aussi, par définition. Bien sûr. Bah oui, parce que c'est les chocs. Parce qu'il y a les chocs et en fait l'os se construit sur ses contraintes bioméca, c'est-à-dire sur les chocs. Et quand c'est facile, hein, si on te prenait toi Gilbert Ruibois et on t'alitre pendant 6 mois, tu vas te relever, tu auras des os qui seront extrêmement fragiles parce qu'il n'y aura plus le poids qui aura permis cette construction permanente de l'os. Bien sûr, alors d'ailleurs c'est les spationautes quand ils reviennent de l'espace où les astronautes sont souvent un peu déminéralisés, donc on essaye de prévenir ça au mieux en leur permettant de faire de l'exercice dans l'espace aussi pour ça. Et sur l'ostéoporose, il y a des études qui ont été faites alors qui montrent qu'à l'excès, il y a une question de dose-réponse en fait. À l'excès, la pratique, si on pratique 100 à 120 km par semaine, ce qui est une pratique vraiment de très haut niveau, là on est plutôt désavantagé sur le plan de l'ostéoporose, mais entre 25 et 30 km par semaine, c'est plutôt positif par rapport à quelqu'un de sédentaire ou bien sûr par rapport à quelqu'un qui va à la piscine. Et à tous les âges. Oui, c'est plutôt... C'est-à-dire que même quelqu'un effectivement qui va faire ses 25 km et qui a déjà 70 ans, c'est quand même bénéfique pour lui. S'il y a eu de la progressivité et qu'il continue, c'est bénéfique. Il y a des études qui ont été faites, alors sur l'ostéoporose, mais sur d'autres choses. Vraiment la meilleure étude, c'est une étude qui a été faite par l'université de médecine de Stanford. En 84, il y a 500 personnes qui ont été suivies, qui étaient des runners. C'était le début du running, les années 80, les Jeux de Los Angeles. Et puis ces personnes ont été comparées pendant 19 ans à 500 autres personnes sédentaires. Au début, elles couraient, elles avaient 50 ans au début de l'étude, elles couraient 4 heures par semaine, et puis après, vers la fin, elles couraient plus qu'1 heure et quart, 20 ans plus tard. Et sur la mortalité, on a eu 15 décès dans la période pour les runners, 34 pour les non-runners. En qualité de vie, on a 16 ans de différence, c'est-à-dire que le déclin de la qualité de vie sur les tâches qui sont classiques, marcher, se lever de son siège, faire sa toilette, qui définissent en fait la dépendance dans le vieillissement, il y a 16 ans d'écart pour le même type de qualité de vie, à l'avantage bien sûr des runners. Et on pourrait vous dire sur les maladies, c'est énorme. Là Stéphane est en train de nous dire courez, vous vivrez plus vieux. Plus vieux, mais surtout c'est la qualité de vie qui est importante. C'est surtout la qualité de vie et la dépendance, la capacité à être autonome beaucoup plus longtemps, avec 16 ans de différence, je vous le disais, pour le groupe suivi. Et c'est une étude vraiment sérieuse, c'est l'université de Stanford, et il y avait 500 personnes dans le groupe contrôle et 500 personnes suivies. Un chiffre qui résume tout aussi, c'est la sédentarité, c'est-à-dire l'absence d'exercice physique, c'est 1 décès sur 10 dans les sociétés occidentales. 1 décès sur 10. Alors, concrètement, après, est-ce qu'au niveau cardiaque, il peut y avoir aussi des soucis à continuer de courir très tard ou bien à se mettre à la course à pied très tard ? Alors sur le plan cardiovasculaire, c'est vraiment l'un des premiers bénéfices de toutes les activités aérobies, et la course à pied en est une, bien sûr. C'est pas la seule, mais il y a plutôt plus de risques de bénéfices à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication au départ, que l'on commence progressivement, quel que soit l'âge auquel on commence. Si on met vraiment de la progressivité, que l'on sécurise. S'il y a bien sûr une malformation cardiaque ou des risques particuliers, on sait qu'il y a des cas de mort subite dans le sport, mais si on essaye de sécuriser au maximum, statistiquement, il y a beaucoup plus de bénéfices à avoir des activités aérobies le plus longtemps possible dans sa vie, dont le running, que de risques. Le maître mot dans tout cela, Maryse, par rapport à ta question sur l'âge, jusqu'à quand ça peut durer, et là sur le cardio, c'est pareil, c'est une pratique adaptée. C'est-à-dire que c'est difficile de donner des modèles généraux, mis à part de dire que quand on part de 0, il faut un minimum d'activité physique par semaine, mais après c'est une question d'adaptation de l'activité, et pour ça il faut passer par un bilan de toute façon. Oui, ça on le dit à chaque fois, mais j'ai quand même des doutes quand je t'entends, Stéphane, parce que quand même concrètement, moi je m'en rends compte en permanence depuis l'arrêt de ma carrière, il y a quand même déjà plus de 15 ans, j'ai de plus en plus de mal à courir, j'ai mal aux hanches, j'ai mal aux genoux, et j'ai l'impression que ça s'accentue avec le temps, pour parler clairement. Donc je me dis que dans 10 ans, ça sera encore plus compliqué. J'ai pas la sensation qu'au niveau, parce que là on a parlé des bienfaits sur le plan ostéoporose, des bienfaits sur le plan cardiaque, mais sur le plan rhumatisme, je sais pas, tu vois, les articulations, etc. J'ai quand même pas l'impression que la course à pied soit le meilleur truc. Même mon ostéo me dit laisse tomber, oublie la course à pied maintenant. En fait, c'est vrai qu'il y a
il faut être vigilant. On peut moins bien le supporter, mais c'est par exemple un sport qui est nettement moins traumatisant sur le plan des articulations que le football. Tous les gens qui jouent au football. Je n'irai pas jouer au foot à 80 ans, je te le dis tout de suite. Mais il faut bien sûr faire aussi du renforcement musculaire. Et quand on parle de course à pied, c'est vrai que quand on parle de longue distance, on se dit non, le renforcement musculaire c'est pour des sprinteurs ou pour des sauteurs en athlétisme ou pour des... Mais non, c'est vrai aussi et c'est nécessaire pour sécuriser la pratique. Le travail de gainage est important. Si ce travail est fait, il n'y a pas de raison en adaptant la quantité, sauf à ce qu'il y ait des problèmes très invalidants bien identifiés. Mais un rapport au poids, non? Il n'y a pas un rapport au poids aussi? Bien sûr, moi, je sais que la surcharge pondérale va pas aider. Même sans surcharge pondérale, moi je suis pas en surcharge, mais je fais 100 kilos. Je sais que quand je cours, j'ai mal aux chevilles, j'ai mal aux genoux, et ça me gêne parce que j'irais bien faire un footing de temps en temps, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai des douleurs le lendemain. On peut dire. Stéphane, si tu veux consulter, on va t'envoyer Maryse et Thomas. Il y a un peu de boulot, ouais. Il y a un peu de boulot. Non, mais c'est vrai, mais après, il faut pas faire une généralité de nous, parce qu'on a quand même une constante que n'ont pas forcément les gens qui se mettent à la course à pied à 30, 40 ou après. C'est qu'on a fait un petit peu de sport de haut niveau, qu'on savait qu'on ferait des sales vieux et qu'on aurait les genoux qui coincent et les hanches qui couinent. Alors, RMC Running vous permet également de découvrir des courses et vous fait participer à des courses. Et RMC Running est partenaire du marathon de Beauvais. Ça se passe le 6 octobre prochain. Et Corinne Corillon, qui est l'adjointe au sport de la mairie de Beauvais, est en ligne avec nous. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, on va présenter ce marathon parce que c'est un marathon particulier, parce que vous avez voulu à Beauvais créer un lien social par la course à pied. Absolument. La ville de Beauvais a eu la volonté d'organiser une course populaire à travers les quartiers de Beauvais. Cela permet aux participants finalement de découvrir ou de redécouvrir la ville labellisée ville d'art et d'histoire. Et puis cela permet également d'allier les aspects sportifs, festifs et solidaires. Sportif, pourquoi? Parce que comme vous le disiez, c'est un semi-marathon, 21 km quand même. Festif, il y a des animations tout au long de la course dans les quartiers. Et solidaire, parce que 10% des inscriptions payantes sont reversées à une association humanitaire. Et cette année, ce sera pour l'association des paralysés de France. Voilà, et donc on passera dans les quartiers populaires de Beauvais avec des petits, quelque chose d'organisé à chaque fois lors des passages des coureurs. Des animations, mais oui, ce sont les associations de quartier, les citados de la ville qui vont faire des petites animations autour de la danse, de la musique, etc. Véritablement animer ce côté festif. Et puis un village aussi sur le parvis de la cathédrale, puisque le parvis de la cathédrale est le lieu du départ et de l'arrivée. Donc un village avec également des animations, des conseils, des partenaires qui sont là et qui exposent leurs produits, avec également des cours de Zumba, un échauffement dès le matin. Voilà, toute une série finalement d'activités qui vont permettre aux Beauvaisiens et aux participants de pouvoir courir dans les meilleures dispositions possibles. Voilà, le semi-marathon de Beauvais le 6 octobre, donc vous savez tout et pouvez continuer de vous inscrire. Et puis tiens, RMC Running c'est aussi ça, à tout âge vous pouvez faire ce semi-marathon, donc on vous offre maintenant votre dossard. Si vous souhaitez participer, vous envoyez RUN par SMS au 73216, RUN, RUN par SMS au 73216. Bonne chance à vous. Stéphane, merci beaucoup. Merci. Et à très vite. On retrouve Stéphane sur rmcsport.fr, bien sûr, de RMC Running. On remercie Corinne Corillon. Rien ne sert de courir sans avoir trouvé le bon assureur. RMC Running avec Assu 2000. RMC Running. Avec Stéphane Diagana, ambassadeur de RMC Running. Bonjour Stéphane. Bonjour. Salut Steph. Salut Steph. Salut. Quelle est la meilleure heure pour courir? Voilà la question qu'on se pose ce matin dans RMC Running, parce que c'est la fin des vacances, la rentrée maintenant c'est fait, les gens les runners doivent parfois s'adapter au rythme du boulot, des enfants, de l'automne, et finalement est-ce que chacun a son petit rythme particulier qui lui convient, ou est-ce qu'il y a des conseils
conseils à donner pour le choix du moment où l'on court, tôt le matin, tard le soir, entre midi et 2. De façon générale, Stéphane, est-ce que c'est à l'appréciation de chacun ou est-ce qu'il y a quand même des règles à respecter? La meilleure heure pour courir, c'est celle à laquelle on peut courir. Déjà, ça commence par ça. Bien souvent, parce que la contrainte de l'organisation de la vie, qu'elle soit professionnelle ou les contraintes familiales, font que les gens vont choisir en fonction de ça. Mais c'est vrai que il y a des problèmes à courir le matin, il y a des problèmes à courir le soir. Il y a des études qui ont été faites sur les intensités de pratique aussi qui vont favoriser le sommeil ou au contraire l'empêcher. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais par exemple, si je prends cet exemple-là et le lien par rapport au sommeil, en fin de journée, si on court à une intensité très élevée, 50, 60, 75% de sa VO2 max, donc c'est ce fameux indicateur de cylindrée cardio-respiratoire. Donc si c'est assez intense et au-delà, au-delà de ces indicateurs, on va avoir un problème pour s'endormir. Par contre, il y a des études qui montrent qu'on a une meilleure qualité de sommeil, les phases 3 et 4, on appelle ça, qui sont vraiment des phases de récupération où on sécrète de l'hormone de croissance, où on dort profondément et qui sont très bénéfiques pour la réparation de l'organisme. Le premier conseil concret, c'est si vous courez le soir avant d'aller vous coucher, forcez pas. Alors forcez pas, mais c'est un peu contradictoire. Forcez pas, ça va être favorable pour l'endormissement, a priori. Par contre, on aura moins les avantages de ces phases de sommeil profond qui sont très très réparatrices. Donc si on force, pas trop près du moment où on va se coucher, pour pouvoir laisser retomber l'adrénaline et puis s'endormir tranquillement et là avoir les bonnes phases de sommeil. Stéphane, est-ce qu'il y a des études qui montrent un phénomène que j'ai observé moi avec Vincent Moscato, des mecs qui dorment en courant? Des mecs qui dorment en courant. Tu peux te réveiller doucement en tout cas. Faut les réveiller doucement, faut les laisser. Qui marchent en dormant, on appelle ça le somnambulisme. Mais sinon qui dorment en courant, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des somnambules coureurs aussi. Non, mais par contre, c'est vrai, Stéphane, que si tu pars tôt le matin, parce que inversement, il y a des gens qui préfèrent aller courir avant toute journée finalement, avant de commencer quoi que ce soit. Je sais qu'il y a une période où j'y allais. Tu vas encore te foutre de moi, Serge, mais avant la fameuse tétée, juste après avoir donné le sein à mon enfant, donc genre 5h30 du matin. On en rêve tous. Et t'es un peu endormi. Effectivement, il faut démarrer doucement. Quand tu fais ton jogging matinal et tu vas faire 1 heure, tu démarres pas à fond à 6h du matin. C'est pas possible. T'es encore effectivement un peu dans le sommeil. Oui, alors il y a de ça. C'est vrai que des gens préfèrent le matin. Moi, j'entends beaucoup qui se disent au moins c'est fait. Je suis sûr de l'avoir fait parce que sinon je me laisse déborder de tous les côtés par ma journée de boulot. Et puis après, je peux pas le soir. Et au moins j'ai fait quelque chose pour moi et ça me permet de démarrer la journée en bonne condition avec la pêche. D'autres au contraire qui ont besoin d'avoir un sas entre le moment où ils quittent le boulot et le moment où ils rentrent chez eux pour évacuer les problèmes du boulot, et ils me disent ça me vide la tête et j'arrive disponible, frais et voilà, avec les gamins qui sautent dans les bras, je suis réceptif pour eux. Si j'ai pas fait ça, je suis encore la tête dans le boulot et je suis pas bien. Donc il y a vraiment les aspects aussi psychologiques au-delà des aspects sur un aspect purement physiologique, quels sont les dangers à courir tôt le matin au réveil? Tôt le matin, il faut prendre le temps de se réveiller musculairement, mais c'est un moment où on a le cortisol au plus haut, et le cortisol c'est une hormone qui est anti-inflammatoire, donc c'est pas mal finalement parce qu'on a cet avantage-là d'être vraiment disponible pour gérer toutes les petites inflammations, je dirais, mais il n'y a pas de risque si on commence tranquillement. Et une fois de plus, il y a la question de le faire à jeun ou de le faire après s'être alimenté. Si on s'alimente, il faut éviter les trucs très très lourds, surtout si on va se rentrer dedans un peu derrière. Si on ne s'alimente pas, il faut éviter les efforts trop longs et trop intenses, mais surtout trop longs, parce qu'il y a des risques d'hypoglycémie tout simplement. Et donc partir avec une petite barre dans sa poche au cas où, une petite barre énergétique, pâte d'amande, pâte de fruits ou ce qu'on veut. Mais c'est vrai que c'est stupéfiant de voir dans les villes des gens faire leur footing de manière nocturne. Je sais pas si vous voyez. Moi j'ai couru hier. Moi ça me fout des frissons des fois. Je vois les mecs à 23h30, ils font leur footing, ou alors ils sont malheureux dans leur couple, ce qui on n'est pas à l'abri. Hein. Ou alors ils n'ont pas de couple. Ils sont pas en couple aussi, ça peut être. Ils cherchent quelqu'un. Il y a des insomniaques aussi qui aiment bien faire des footings. Non mais il y a aussi il y a une tendance aussi, ça c'est qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez dit là, c'est qu'il y a une tendance de runners aussi à courir en groupe la nuit, et notamment en ville. À Paris ça se fait beaucoup parce que ils estiment que la nuit il n'y a pas de voiture. Bon, il faut pouvoir le faire évidemment, et que donc c'est un plaisir différent de courir la nuit. Donc c'est au niveau biologique quand même, au niveau biologique c'est compliqué, au niveau biologique. T'as quand même une horloge biologique
Steph. Ouais, mais c'est bon. Ton corps est habitué à dormir la nuit. Enfin, Oui, non, mais en allemand, la etc. nuit, il y en a plein qui se couchent pas, qui sont à 23h, qui sont devant leur télé ou qui se couchent à 1h du matin. Donc on aille courir tranquillement à 23h ou qu'on regarde la télé. De toute façon, on sait que la télé c'est pareil, ça perturbe à cause de sa lumière, l'endormissement. C'est pas idéal. On peut s'endormir dans son canapé, mais ça donne pas une qualité de sommeil très très bonne quand on s'endort comme ça. Donc après, si on court tranquillement et si les gens ont envie de le faire à 23h, moi sans aller dans ces excès, hier j'étais sur la prom du côté de Nice, ça courait beaucoup jusqu'à 20h30, 21h et il n'y a pas de problème. Après tout dépend de son rythme bien sûr, et ce qu'il faut c'est un temps de sommeil et une qualité de sommeil suffisante. Et vous savez que si on dort trop, et j'ai lu des études qui disent que si on dort trop, ça nuit aux qualités, à la performance sportive et dans l'activité physique. Donc pas assez bien sûr ça nuit, mais trop ça nuit aussi à la performance sportive. Donc à chacun de trouver son juste milieu. Sarah. Moi j'ai une question Stéphane, est-ce que au-delà du physique, de courir après une journée de travail, ça aussi pour la tête, ça fait vachement de bien. Voilà. Quand tu es super stressé ou tu vois, tu as été devant un ordi ou tu étais dans un endroit fermé, de s'aérer la tête, d'extérioriser, là aussi d'aller courir à cette période-là peut faire du bien. Peut-être pas sur le plan physique. Ça va ton boulot en ce moment, Sarah, toi? Ouais. Non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Rapidement, je vais vous parler d'une anecdote, mais ça, on transforme une fatigue intellectuelle en fatigue physique qui va pas enchaîner derrière sur le sommeil de la même façon. J'ai un ami qui était athlète, qui a arrêté, qui est devenu commercial, qui prenait sa bagnole, qui était très très zen quand il faisait du sport et qui s'est vu un moment sortir sa voiture pour sortir un gars de sa voiture à un feu parce qu'il s'énervait. Il s'est dit je me suis pas reconnu, et à un moment il s'est remis à courir tranquillement le soir. Il s'énervait moins, il arrivait à son boulot aussi plus calme, donc moins de stress à gérer, moins d'énervement et de conflits potentiels quand on est énervé, et c'est une sorte de spirale d'exutoire, de spirale vertueuse qui s'est réinstallée, et il m'a dit voilà, je savais que j'avais besoin d'un peu d'activité physique pour pouvoir être zen. Et donc voilà, le sport voilà, comme thérapie professionnelle. Il y a une autre tendance aussi sur les gens qui travaillent, c'est de faire cette pause déjeuner où en fait les gens des fois sautent le repas et vont faire du sport. Tu en penses quoi? Oui, ou mangent après, tout simplement, mais mangent plus léger, plus rapide. Ça leur permet aussi parfois de se faire un repas, d'avoir le souci aussi de ce qu'ils mangent au boulot, puisque quand on va courir, si on mange avant, on fait un peu plus attention à ce que l'on mange, un peu moins riche en général, et si on mange après, en général, on n'a pas envie de se goinfrer non plus. Voilà, donc c'est aussi une bonne façon de couper la journée en deux. Alors, vient s'ajouter parfois la fatigue de l'effort à la fatigue du repas. Mais bon, comme le repas est un peu plus léger, l'un dans l'autre, en tout cas les gens souvent disent moi en fin de journée je me sens la pêche, et même à 18h je dors pas devant mon écran parce que j'ai fait quelque chose pour moi et je me sens plus disponible, quoi. Voilà. Et ça c'est à chacun de trouver. RMC Running a une nouvelle fois été concret avec des conseils précis pour vous qui hésitez peut-être, tiens, est-ce que c'est mieux le matin, mieux le soir, mieux le midi. Voilà, vous en savez plus maintenant. Est-ce que je tête avant de courir? C'est une question abordée par Maryse. RMC Running, c'est pas moi qui t'aide. Partenaire également de nombreuses courses, et partenaire notamment de la course. Ça, tu sais pas. S'il vous plaît, partenaire également de la course Odyssea dans quelques jours à Paris, 5 et 6 octobre dans le bois de Vincennes. Frédéric Quentin est avec nous, présidente de l'association Odyssea et ancienne athlète spécialiste du 1500. Excellent. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Salut Fred. Bonjour. Alors Frédéric, Odyssea, si on devait présenter Odyssea en quelques mots, parce qu'il y a une cause importante derrière cette course. Odyssea, c'est collecter des fonds pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. C'est une association qui existe depuis plus de 10 ans. Donc on est sur la 12e édition de la course parisienne, le week-end du 5-6 octobre à Vincennes. Et c'est l'une des rares courses que j'ai faites, parce que tu sais que je cours jamais, je te le dis tout le temps, Gilbert. Mais j'ai couru pour Odyssea et j'ai morflé d'ailleurs. Mais c'était pour une bonne cause. Alors il y a des courses un peu partout en France d'ailleurs, mais là le week-end du 5-6 octobre c'est donc au bois de Vincennes. On peut rentrer dans les détails, Frédéric, de ce qui va se passer. Oui, alors c'est pour tout public, c'est vraiment une course familiale. On peut marcher, on peut faire un 5 km, on peut faire le 5 km en courant, en marchant, on peut faire un 10 km chronométré, validé, qualificatif pour les championnats de France, donc pour un public un petit peu plus averti, compétiteur. Et on a même une course d'1 kilomètre le samedi réservée aux enfants de 5 à 12 ans. Donc l'idée c'est de collecter toutes ces inscriptions qui sont reversées ensuite à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif,
associatif qui finance des programmes de recherche pour la lutte contre le cancer. Voilà, malheureusement la liaison n'est pas très bonne, mais vous avez, j'espère, tout compris. Ouais, c'est un super parcours. Hein. Donc c'est les très, inscriptions très agréable. vont à l'Institut je Gustave confirme. Roussy, hein, voilà. Je confirme, j'ai déjà eu l'occasion d'être. Juste un petit Je peux me mot. permettre une petite... Attends, juste très rapidement. C'est juste pour dire. Non, parce que je veux te faire réagir à un truc. Ah, bon, d'accord. Il y avait le week-end dernier la Parisienne, une autre course réservée aux femmes. Oui. Serge, une course réservée aux femmes, tout le monde trouve ça génial. Mais si on fait une course réservée aux hommes, qu'est-ce qu'on prendrait dans la tronche? Tu vois, sur le thème, c'est quoi ce truc de misogyne? Et là, une course réservée aux femmes, c'est génial. Moi, je sais pas, moi, je dis ça comme ça. Moi, je trouve ça génial. Ni génial, ni pas bien. Je ne défends pas la Gilbert, je laisse tout seul. Moi, je dis que c'est très bien. Et donc, comme Tu c'était arrives une même à réflexion, dégoûter ton avocat, comme c'était une Gilbert. réflexion de dope, je dirais quand même juste Moi, je propose de lancer votre mammographie. C'est juste ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout. Voilà. Sinon, je propose de lancer le Parisien, une course réservée aux hommes. Mais pourquoi pas? Ouais, avec des tenues, on pourrait imaginer ça, avec, tu sais, avec des thématiques, style les pompiers, Est-ce que tu veux les cow-boys, je sais pas, Ça un s'appelle truc un Village peu People, c'est déjà fait ça. Oui, mais plus nombreux, pas que 5. Oh là là, tu es gourmande, ça. Merci Stéphane, merci. Merci. On retrouve Stéphane sur rmcsport.fr, sur la page RMC Running, bien sûr, avec de nombreux conseils d'entraînement, de nutrition et autres. Vous avez l'habitude maintenant, tous les samedis, RMC Running reviendra la semaine prochaine. Pour ce concurrent, le Doxa 92, Georges